Bonsoir Essar Midani. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous sommes le 5 janvier 2018 et c'est la première fois que nous faisons un site rep en 2018. Nous sommes au tout début de l'année et c'est l'occasion de présenter nos vœux à nos vidéos spectateurs et nos vidéos spectatrices, à qui personnellement donc je souhaite une bonne année 2018 avec la meilleure santé possible, les meilleurs moments de bonheur et puis suffisamment de moyens financiers pour passer cette année d'une manière confortable et, euh, et agréable. Voilà. Oui, bah écoutez, bonjour aussi, et puis bonsoir, je dirais, et excellente année à tout le monde, à tous les vidéos spectateurs, ceux qui suivent notre site Rep depuis maintenant plus d'un an. Euh, je vous souhaite plein de bonheur, de santé et puis surtout de vérité face à ce monde de mensonges, hein, où les médias s'emploient à répéter sans arrêt des mensonges et à inventer des événements. Euh, En Syrie, nous souffrons de ces mensonges depuis 2011, hein, où c'était toujours la prétention que c'est un dictateur qui tue son peuple, c'est une guerre civile, c'est une révolution démocratique contre la dictature. Et en fait, ce n'est rien d'autre qu'une guerre contre la Syrie par proxy, par terroristes dépêchés de 130 pays qui ont envahi la Syrie et qui avaient pour mission de détruire ce pays, détruire sa population, détruire sa civilisation millénaire, 10 fois millénaire, je peux vous dire, et qui est aussi la civilisation de l'origine de l'humanité, donc la nôtre, c'est la vôtre aussi. Et tout ceci pour le bien d'Israël dans la région, pour que les États-Unis puissent aussi continuer à exploiter le pétrole de cette région et à avoir toujours, comme les pays occidentaux de l'OTAN, en fait, qui sont dirigés par les États-Unis, comme vous le savez, et qui forment la coalition occidentale. Toute cette agression a été accompagnée d'un vent de mensonges et puis d'une vague médiatique de mensonges qui était vraiment aussi criminelle que les actes barbares des terroristes. Donc je vous souhaite une excellente année. Alors, merci Essar d'avoir abordé un certain sujet, c'est-à-dire la propagande médiatique, car je vais faire une petite parenthèse avant de vous laisser aborder le sujet qui vous est cher, et que je partage avec vous d'ailleurs. C'est que le mensonge apparemment commence à avoir un peu des difficultés à manipuler les consciences pour une raison extrêmement simple. Il y a quelques jours, un, je dirais un média internet qui est un mainstream, hein, qui s'appelle Atlantico, a annoncé que Facebook, qui avait mis en place un processus pour estampiller en quelque sorte les pages ou les sites, en tout cas les pages Facebook qui diffusaient de l'information, comment je dirais, dérangeante pour le système, pour je dirais les pouvoirs atlantistes, pardon. Eh bien, Facebook s'est rendu compte qu'en estampillant les pages qui diffusaient de l'information qualifiée abusivement de fake news, en fait, avait pour effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire que en réalité, les internautes cliquaient encore plus souvent sur les pages en question estampillées fake news. Donc ça signifie que, et je pense que tous ceux et toutes celles qui nous regardent en ce moment vont sourire, vont même rire, parce que c'est la preuve que toutes leurs manigances ne suffisent plus pour manipuler la population, que la population commence à se réveiller et qu'elle a décidé je dirais, d'aller à contresens des objectifs de ces gens qui veulent nous faire passer, nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Alors, Ouais. je finis la parenthèse. Vous avez peut-être un commentaire à nous offrir, Essard, de ce point de vue. Bah, écoutez, par rapport à tout ça, je pense que effectivement, les peuples qui cherchent, les personnes qui cherchent la vérité commencent à être euh, très informées, je dirais, du fait qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés sur les médias mainstream. Mais c'est vrai, ça reste toujours quand même, il reste toujours très difficile de retrouver les vraies informations. Malheureusement, il faut vraiment chercher et recouper les événements, etc., pour aller trouver la bonne information. Je suis très contente et ravie que les gens deviennent très critiques par rapport aux médias mainstream, mais aussi bien aux informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Donc, c'est important en fait d'être vigilant et puis de continuer à chercher cette recherche des vraies informations en ayant toujours le souci de correspondre avec des gens qui sont sur place et qui répondent vraiment à la vérité et qui sont bon et qui racontent les événements, qui racontent l'actualité, qui racontent les faits et qui sont surtout indépendants d'esprit, libres d'esprit et indépendants. C'est très important. Alors, Essard, nous avons abordé justement cet aspect hein, où les médias mainstream ont pignon sur rue malgré le fait qu'ils soient subventionnés hein, par l'État, ce qui est très grave hein, du point de vue de l'indépendance du journalisme hein, en général par rapport au pouvoir. C'est le cas en France en tout cas. Et c'est vrai que c'est un élément à charge contre ces médias qui prétendent diffuser de l'information réelle, alors qu'en réalité, on peut difficilement imaginer que ces gens-là soient indépendants en recevant en permanence chaque année des millions d'euros du citoyen, à son insu d'ailleurs, pour financer les déficits abyssaux de médias, en particulier de la presse papier, qui auraient disparu depuis longtemps sinon. Hein. Alors, fermons la parenthèse, Oui. hein, parce que je crois que bon nombre d'entre ceux qui nous écoutent comprennent la situation. Nous allons aborder directement le CITREP et en particulier un sujet qui vous est cher, que je partage également avec vous de ce point de vue, c'est la situation des Palestiniens en Israël, enfin, par rapport En Palestine. voilà, en Palestine, qui est la suite de la déclaration de Donald Trump sur la souveraineté supposée, prétendue d'Israël sur Jérusalem. Voilà. En fait, sur sa volonté de transférer tout simplement l'ambassade américaine à Jérusalem. Effectivement, alors grosse répression qui s'abat sur le peuple palestinien. Permettez-moi de cette plateforme de saluer la lutte de tous les Palestiniens partout dans le monde et aussi tous ceux qui les soutiennent de par le monde et puis en Palestine occupée. Aujourd'hui, les Israéliens sont tellement dans la débandade, hein, je peux dire qu'ils n'arrêtent pas d'agresser les enfants. Oui. Aujourd'hui, leur cible privilégiée, c'est les jeunes mineurs en dessous de 18 ans. Ils les tabassent, ils cherchent à les effrayer et ils les capturent en prison, ils les tuent. Bon, je voudrais rappeler le cas de cette jeune héroïne Ahed Tamimi qui est du haut de ses 16 ans s'oppose
à ces soldats israéliens qui veulent envahir sa maison, qui veulent aussi persécuter ses amis et son frère et sa mère, etc. Elle défend son pays, elle défend son territoire, sa terre. Et cette jeune Ahed qui est si combative et fière pour défendre son pays, elle est en captivité aujourd'hui depuis bien 10 jours. Cette jeune fille et comme tous les autres, il y a déjà eu un cousin à elle, Ashraf Tamimi, qui a été tué par balle, qui a 17 ans, parce qu'il manifestait aussi contre cette imposture, je dirais, de Trump, qui voulait et qui a déclaré défendre ou vouloir transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Décision qui est tout à fait contraire à la fois à toutes les décisions de l'ONU concernant Jérusalem et concernant cette ville sainte, en fait, d'un côté, et concernant tout le contexte palestinien et israélien, si on peut dire, puisqu'il y a eu des accords, il y a eu un tas de décisions, notamment que le fait que que Jérusalem est la capitale de la Palestine et elle restera. Bon, je tiens par ce fait aussi de dire que le timing, en fait, le temps ou le moment de déclaration de Trump est très mal tombé, puisqu'il est tombé aussi dans la période qui est entre le Noël et le jour de naissance de Mahomet. Donc, en fait, dans le même mois, ce qui constituait une véritable provocation pour la population chrétienne comme pour la population musulmane de la Palestine. Ce qui a donc effectivement enflammé les rues, je peux dire, d'un tas de manifestations de rejet, de refus, et puis de défense, pas seulement de Jérusalem, mais de défense de la Palestine, et a relancé le mouvement pour la libération de la Palestine, et qui montre aussi d'un autre côté que l'impasse dans laquelle les négociations, entre guillemets, qui durent depuis 20 ans et qui n'ont donné que une vie de plus en plus horrible pour les Palestiniens, qui montre que toutes ces négociations sont complètement caduques. Israël n'a jamais rien appliqué de tout ce qu'elle a signé et de toutes les décisions qui ont été prises aussi bien par l'ONU que par les différentes instances, en fait, par le Conseil de sécurité. Donc, tout ceci va dans le sens aujourd'hui d'une intifada en Palestine occupée, dans toutes les villes, dans tous les villages, mais en même temps, malheureusement, une accentuation aussi de la répression du côté israélien, mais en même temps, une avancée qui est très, je peux dire, défiante, tout ceci, de la colonisation. Alors que l'arrêt de la colonisation a été systématiquement une condition qui était posée et imposée par l'ONU et par tous les autres pays qui veillent aux négociations, entre guillemets, aux discussions entre les Palestiniens ou l'autorité palestinienne et Israël. En fait, Israël continue à faire fi de tous ces accords qui continuent et relancent la colonisation
1200 colonies ont été décidées par le gouvernement israélien. C'est pour cela ils expulsent la population, ils s'approprient les terres, ils détruisent les maisons. Donc le peuple palestinien a toutes les raisons de se défendre. Il a toutes les raisons aussi de défendre sa patrie pour une libération de cette occupation ou de cet occupant incroyable et qui est horrible, qui exerce une répression féroce et qui fait fi de toutes les règles, aussi bien de l'occupation que des lois internationales, des droits de l'homme, et de tout, des droits de l'enfant, des droits des familles, qui violent tous les jours. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que dernièrement, les États-Unis et donc Israël ont vécu un camouflet, puisque et c'était logique, puisque la décision de considérer Jérusalem comme la capitale d'Israël complète était en infraction avec les lois internationales et sur une proposition de je ne sais plus quel pays d'ailleurs, une résolution en tout cas a été votée pour condamner cette déclaration. Absolument. Alors, de toute façon, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité et puis de l'Assemblée générale de l'ONU qui a fait que donc il y a eu une proposition qui allait dans le sens du rejet de cette décision de Trump. Donc il y a eu effectivement 128 pays qui ont voté contre cette décision de Trump. Il y a eu 9 pays qui se sont 9 pays qui ont voté pour et 35 qui se sont abstenus. Donc clairement, même la décision de l'ONU aussi était contre, mais de toute façon, elle est caduque cette décision. Elle ne peut pas s'appliquer, elle ne peut pas avoir lieu puisqu'elle est contraire même à tout ce qui a été décidé par l'ONU. Mais il est clair que les États-Unis font toujours fi de toutes les instances et de toutes les institutions. En fait, ils sont toujours en violation totale et de toutes ces lois. C'était le cas, je rappelle quand même, l'invasion de l'Irak. Oui. Et puis ça a été sur aucune décision et puis sur un fait, sur un gros mensonge qui s'avère de plus en plus que c'est un gros mensonge, et ça a été à la base un gros mensonge. On se rappelle toujours de ce Colin Powell dans l'Assemblée générale des Nations Unies avec sa petite fiole où il dit ça va nous tuer tous. Ouais. Vous avez aussi la Libye dans le même secteur, c'est-à-dire outrepasser une résolution de l'ONU qui limitait le survol de la ville de Benghazi. Et la France, comme les États-Unis, en ont profité pour bombarder le reste du pays, et assassiner son président, son dirigeant. Donc on a effectivement à chaque fois des cas comme celui-là où les USA et puis l'entité sioniste font fi des lois internationales pour leurs propres intérêts. Alors, pour continuer, sans continuer si je puis dire, parce qu'on change de sujet, ouais. Mais on reste quand même dans ce chapitre de la lutte de la coalition atlantiste au Moyen-Orient et au Proche-Orient. C'est le cas de l'Iran, actuellement secoué par des manifestations peu nombreuses, mais particulièrement violentes, et qui rappellent, je crois, deux cas en particulier. Vous
vous en parlerez certainement mieux que moi d'ailleurs concernant la Syrie, puisque c'est un cas assez similaire à ce qui s'est produit à Daraa, dans le sud de la Syrie en 2011, hein, même principe toujours, et au Maïdan, le premier Maïdan en Ukraine en février 2014, où des snipers d'origine étrangère, on va pas préciser, mais on a eu le cas de snipers qui se sont présentés et qui ont dénoncé en fait leur propre action à Kiev, visant en fait à assassiner d'une part les manifestants et d'autre part les policiers pour provoquer ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs quelques jours plus tard, c'est-à-dire la fuite du président ukrainien. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça en Iran. En effet, donc à Téhéran et à Machhad, il y a eu de grandes manifestations populaires pour des raisons économiques, pour des problèmes économiques. Et on a vu très vite, en fait, ces manifestations. On a vu très vite une escalade, en fait, dans ces manifestations. Il y a eu des violences qui se sont des personnes qui ont commencé à s'attaquer aux édifices de l'administration, qui ont commencé à casser des vitrines, et puis très vite les slogans ont évolué vers la chute du pouvoir, etc. Et le peuple demande la chute du pouvoir, que Rouhani s'en aille, etc. Et en fait, là aussi, il y a eu des snipers aussi qui ont tiré sur la population, en voulant accuser en fait l'État iranien de répression. Fort heureusement, l'État iranien a bien réussi à contenir la situation. Dans la mesure où il y a eu une grande réunion, effectivement, qui reconnaissait qu'il y avait un certain nombre de problèmes économiques et qui étaient provoqués par des mauvaises gestions de certaines choses, et que là-dessus, les problèmes allaient être effectivement réparés. Mais que d'un autre côté, il y a une véritable intervention étrangère, puisque très rapidement, l'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis ont commencé à appeler la population à continuer sa révolte, et ont appelé à escalader à une escalade dans la violence, et à une escalade aussi même au retrait de l'État iranien. Je peux dire en fait qu'il y a eu une enquête sur les appels des réseaux sociaux, en fait, tous ces appels à la manifestation sur les réseaux sociaux. 63% provenaient de l'Arabie saoudite, et puis tout le reste provenait d'Israël, et puis des États-Unis, d'Angleterre et des pays occidentaux de l'OTAN. Donc en fait, très clairement, ça montre que il y avait un mouvement qui était peut-être légitime, un mouvement de demande, de revendication économique, chose qui est tout à fait permise et autorisée par la Constitution en Iran, et qui était aussi largement autorisée par l'État, et qui a poussé à la dégénérescence. Enfin, ce mouvement qui a été, hitchhiké, et qui a été dévoyé et utilisé par des gens de l'extérieur, ou même des personnes qui sont payées par l'extérieur pour aller vers la destruction de l'État, entre guillemets. La destruction de l'État iranien.
Donc le mouvement a été pas seulement contenu, très vite, rapidement, la population s'est bien réveillée et s'est désolidarisée, non seulement désolidarisée de ces gens-là, mais elle a condamné toutes les violences. Donc il y a eu des manifestations de millions de personnes dans toutes les villes de l'Iran qui montrent leur solidarité, des manifestations de solidarité avec l'État iranien qui montrent aussi bien la solidarité avec l'État, le fait qu'ils tiennent absolument à la cohésion de l'État en Iran et qui tiennent absolument à l'unité du pays et qui disent clairement toute façon, non à toute déstabilisation de l'Iran et non à l'intervention étrangère, surtout. Donc, ces manifestations continuent aujourd'hui et qui ont freiné, je peux dire, qui ont mis le frein à toutes les volontés de casser et de détériorer et à tous les malfrats payés par l'extérieur pour déstabiliser l'Iran. Là-dessus, d'ailleurs, les médias jouent un grand rôle aussi, les médias mainstream occidentaux qui relatent une situation de chaos, etc., une révolution encore en Iran, ce qui rappelle étrangement les débuts de ce qu'on appelait la révolution syrienne, n'est-ce pas? Le printemps arabe en Syrie, où il y avait des personnes dans la rue, il y avait des justes revendications sans doute, ou des critiques contre des erreurs qui avaient effectivement lieu, et tout de suite une escalade vers une demande de la chute du régime, au président de s'en aller, etc. Et il y avait effectivement, ça a commencé comme ça, ce qui a, ça a permis de dévoyer un mouvement qui peut-être au début était légitime, mais qui a été largement, complètement dévoyé et repris par des gens de l'extérieur qui ont semé la pagaille en créant des morts, en tirant à la fois sur les manifestants et sur l'armée et sur les forces de l'ordre. Puis chacune des parties croyant, en fait, les médias faisaient croire que c'était l'État qui tirait sur les manifestants et sur les citoyens. Donc voilà. Alors, ça, fort de cette expérience, le peuple iranien a bien vu, enfin l'expérience qu'il a vue de la Syrie, et ils ont effectivement été peut-être plus rapidement réactifs à vouloir freiner cette intervention étrangère réellement. Alors justement, Essar, parce que il y a quand même une image en particulier et une revendication qui laisse entendre clairement qu'il s'agit d'une intervention extérieure, qui a phagocyté en fait une manifestation légitime à la base. C'est le fait que premièrement la revendication c'était le retour des troupes iraniennes présentes en Syrie, ce qui ressemble étrangement quand même à une exigence israélienne, rien que ça. Et puis surtout une image où on voit un des manifestants brûler le drapeau national de la République islamique d'Iran. Je connais pas personnellement beaucoup de manifestants d'un pays précis qui, sous prétexte de problèmes économiques, brûlerait son propre drapeau. Sinon quelqu'un d'étranger au pays. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, il y avait cette volonté effectivement de dire on veut pas. Enfin, il y avait un slogan de ces manifestants qui était
qui était affiché, il faut se retirer de la Syrie, il faut s'occuper des problèmes iraniens, etc. On n'en a rien à faire de la Palestine, on n'en a rien à faire de la Syrie, etc. Et ça, c'était clairement, effectivement, pour les besoins d'Israël. Et voilà. Donc, on sait parfaitement d'ailleurs que tout ce qui s'est passé en Syrie, c'était viser aussi la position de la Syrie par rapport à la Palestine, hein, puisque la Syrie était aussi la pierre angulaire de la défense et du soutien aux Palestiniens dans le front de résistance, en fait, hein, aussi bien lorsqu'il y a eu les différentes agressions contre Gaza, et les différentes en 2008, en 2011, même déjà en 2012, 2014, les agressions israéliennes contre Gaza. Bon, la Syrie, bien qu'elle était déjà aussi agressée et en but aux terroristes, elle a soutenu les Palestiniens à Gaza, et surtout aussi par rapport au soutien à la résistance libanaise lors de l'agression israélienne en 2006. Hein. Ça, c'est très clair que la Syrie était visée pour ça. Et donc aujourd'hui, l'Iran est aussi visé pour son soutien à la Palestine et pour son soutien à la Syrie et à la résistance libanaise. Donc en fait, tout se tient, tout ceci se tient, et tout ceci fait partie de ce plan diabolique du nouveau Moyen-Orient, comme disent les Américains, mais en fait, une grande partie a été mise en échec en Syrie, et nous espérons qu'il sera toujours mis en échec. Et nous seulement, nous espérons, mais nous sommes sûrs que l'ensemble de ce plan va être mis en échec partout en Moyen-Orient. Alors justement, par la population et par le front de la résistance, par l'axe de la résistance. Ouais. Alors, Essar, justement, en parlant de cette résistance des pays qui s'opposent à ce plan machiavélique de destruction par le découpage territorial, c'est la situation en particulier récente, qui est un échec cuisant du programme sioniste en Syrie, puisque la situation militaire à l'ouest de la banlieue de Damas s'est largement améliorée, en particulier avec la situation à Beijing, libérée des terroristes, et donc qui fait échouer ce plan diabolique où Israël essayait de constituer une espèce de zone tampon pour protéger la violation du territoire du Golan syrien, pour le sanctuariser en quelque sorte. En fait, je pense que c'est la situation, le plan a été mis en échec partout en Syrie d'abord, réellement par toutes les victoires qui ont été réalisées dans l'année 2017 et dans toutes ces années de lutte contre le terrorisme. Rappelons quand même qu'en 2013, l'agression était tellement violente que il y avait des terroristes partout, à Homs, à Hama, à Deir Zor, à Palmyre, dans la banlieue de Damas, dans le sud, etc. La situation était quand même assez catastrophique, et qu'aujourd'hui, pour la Syrie, je peux dire, et qu'aujourd'hui, avec les efforts, avec les victoires et l'avancée de l'armée syrienne, l'armée syrienne avec ses alliés, de la population, de ses alliés du Hezbollah, de ses alliés iraniens, irakiens et iraniens surtout, irakiens il y en a peu, mais avec ses alliés russes aussi,
La Syrie a réussi à libérer, à mettre en échec en fait ce plan qui était un plan non seulement de partage, mais un plan de grignotage de la Syrie et aussi de destruction, je peux dire, de la Syrie. Comme nous avons vu, ça a été le cas en Libye, malheureusement. Donc, ces victoires de l'armée syrienne et ses alliés aujourd'hui font que 95% du territoire syrien est libéré de tous les terroristes, que Daesh soit terminé totalement en Syrie au niveau de ses fiefs et au niveau de ses centres et de ses bases. S'il reste ces quelques poches par-ci par-là, aussi bien en Syrie qu'au Liban, qu'en Irak. Cette grande victoire des pays, je peux dire, de l'axe de la résistance, cette grande victoire inquiète effectivement l'État israélien, d'ailleurs qui n'a pas manqué de l'exprimer à plusieurs reprises, cet état d'occupation qui a exprimé ses inquiétudes que l'armée syrienne soit à ses frontières, que des experts iraniens soient à ses frontières, etc. Oui. Donc, aujourd'hui, avec la dernière victoire, alors qui est remarquable, c'est la victoire, l'armée syrienne qui reprend et qui libère tous les villages allant de la banlieue sud-ouest de Damas jusqu'à Bédjin, qui est aux frontières en fait du Golan syrien occupé, la libération des flancs de la montagne Jabal el-Sheikh aussi. Libération totale, donc tout ceci est sous le contrôle de l'armée syrienne. Ceci affole les Israéliens, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs qui n'ont pas manqué de riposter ou de répondre par des tirs aussi sur la base de Hmeimim, comme on a vu, par les Al-Nusra interposés. Al-Nusra qui a aussi fait une riposte violente à Harasta du côté de des bâtiments de l'Markabat en fait dans la banlieue Harasta de Damas aussi. Harasta et ça a été tout ceci, je peux dire, ce sont des victoires et qui font que le combat approche sa fin et le plan de partitionnement de la Syrie est mis en échec. Le plan de destruction de la Syrie est mis en échec total. Et bien entendu, les Israéliens sont très violents, paniqués, etc. Mais et d'ailleurs, ils se vengent sur les Palestiniens, ils se vengent sur les civils syriens aussi. Alors moi je dis israéliens, mais c'est aussi Al-Nusra parce qu'ils agissent toujours par les terroristes interposés. La semaine entre Noël et le jour de l'an, certains quartiers de Damas, on les a passés sous une pluie de missiles et d'obus. La nuit de la Saint-Sylvestre a été une nuit où une attaque terroriste a eu lieu donc de Harasta vers Damas, très violente attaque qui a été repoussée par l'armée syrienne fort heureusement et qui a été pas seulement repoussée mais l'armée syrienne a repris du terrain, qui a avancé donc à Harasta et dans les banlieues après à côté. Donc tout ceci ne fait que confirmer que le peuple et l'armée syrienne vont vers la victoire et que la victoire finale est là, elle approche.
On espère qu'elle le sera bientôt, qu'elle sera bientôt là. Bien entendu, il y a beaucoup, malheureusement, de morts, de blessés. Oui, j'allais y venir justement. Cette attaque contre Al-Halasta, il y a eu 15 martyrs de l'armée syrienne. Pardon? Oui, c'est ce que il y a eu une coupure parce qu'on a des difficultés techniques, sans doute. Ceux qui nous regardent l'ont remarqué, mais oui, je voulais insister sur le fait que dans la nuit de Noël, c'est une quinzaine de soldats syriens qui sont morts. Hein. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, en fait. Pardon. Jour de l'an, ouais. Oui, oui, tout à fait. Et puis, donc, c'est vrai. Alors que le peuple fête toujours, pas seulement les jours saints, en fait, les Noël, le jour de l'an, etc. Mais il fête aussi le premier anniversaire de la libération d'Alep, de la libération d'Erzur, c'est la première fois aussi. d'Erzur a été libéré le début d'octobre, hein, c'est tout récent. Donc voilà, et le peuple syrien vraiment espère en finir après ces 7 années d'horreur, de terreur et de souffrance. Alors, concernant, on va terminer dans le détail par rapport à cette reprise du secteur de Beijing, puisque les terroristes ont été évacués, les terroristes qui étaient encore vivants, hein, et qui ont accepté de sortir de cette zone, ont été évacués dans le gouvernorat d'Idlib, pardon. Et donc, encore une fois, pour un président qui tue son peuple, hein, il est quand même particulièrement magnanime concernant les terroristes, hein, puisque c'est quand même des gens qui commettent des atrocités, et de ce point de vue-là, leur permettre d'évacuer une zone qui est encerclée, où ils devraient normalement finir leur jour rapidement, pour les crimes qu'ils ont commis, eh bien, l'État syrien a décidé de les transporter dans une zone où leurs camarades terroristes continuent malheureusement leur forfait sur la population syrienne. Hein. Tout à fait. C'est en fait donc ils se sont rendus puisqu'ils s'étaient il y avait des appels, ils leur disent soit vous vous rendez, soit vous êtes morts. Donc ils ont décidé de se rendre et ils rendent aussi toutes les armes lourdes qu'ils ont et ils sortent avec une arme légère en fait. Hein. Mais effectivement, l'État syrien très magnanime, à mon avis aussi, qui met à leur disposition des cars qui les amènent à Idlib. Alors pour une partie, ils sont partis à Idlib et pour une autre partie, ils sont partis à Dera. Alors les gens disent ouais, c'est du transfert de population, etc. Et en fait pas du tout, parce que ceux qui partent à Idlib sont originaires d'Idlib. Ce sont des gens qui sont venus d'Idlib qui partent là-bas. Et ceux qui sont partis à Dera, c'était aussi des gens qui étaient au départ dans cette région. Donc ils retournent chez eux. Donc voilà. Et puis pour d'autres qui ont accepté, pour c'est ceux-là qui n'acceptent pas de signer une réconciliation. Mais pour d'autres, ils cherchent à régulariser leur situation et se rendent effectivement pour une vie normale. Ils redeviennent des citoyens normaux. Donc là, il y a eu quelque chose comme 140 personnes qui sont, comme on dit, revenues au sein de leur mère patrie. Voilà. Je voudrais dire quand même quelque chose d'important à propos de cette libération de Beijing, c'est que il y a entre la banlieue sud-ouest de Damas et la frontière du Golan, tout est nettoyé de terroristes et tout est en continu sous le contrôle de l'armée syrienne. C'est sans doute ça qui aussi affole les Israéliens. Bon, donc dernier
point, je voudrais quand même parler des victoires aussi de l'armée syrienne, au-delà de Bédjoun et au-delà de ce qui se passe dans la banlieue syrienne, dans la banlieue de Damas. C'est que ces 2 derniers mois, l'armée a repris le contrôle de 63 villes et villages dans les gouvernorats de Hama, Idlib et Raqqa. Donc 63 villes et villages et il s'approche aussi de l'aéroport militaire de Wadi Dhour à l'intérieur du gouvernorat d'Idlib. C'est une avancée assez importante qui est sûre et lente et sûre et qui progresse de manière systématique. Donc dans le gouvernorat d'Idlib et bientôt ça sera le grand combat, je peux dire, ou la grande bataille d'Idlib bientôt. Tout le monde s'y attend. Malheureusement, de toute façon, il est clair qu'à Idlib aussi, il y a dans le nord d'Idlib, il y a l'armée turque qui est là, qui prétend être là en application des accords d'Astana, puisque Idlib est aussi une zone d'abaissement de tension qui a été décidée à Astana 7. Et normalement, donc, il devait y avoir des cessez-le-feu, si on veut dire, ou une interdiction. Bien entendu, ça exclut Daesh et Al-Nusra qui sont reconnus comme des organisations terroristes, mais comme on sait, toutes les organisations se sont divisées, ils se sont donné des noms différents, etc. Mais ils sont tous aussi terroristes les uns que les autres. À un moment donné, ils se battaient entre eux pour les butins, en fait, tout simplement, pour l'argent. Ils se battaient entre eux et l'armée turque est entrée pour renforcer les gens d'Al-Nusra, alors qu'ils étaient censés combattre Al-Nusra.